Personnalité incontournable de l'immobilier, Xavier Lépine, fort de ses 40 ans d'expérience dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs, a créé il y a à peine 7 mois une nouvelle société baptisée la Société des Nouveaux Propriétaires, avec laquelle il vient de lancer, il y a quelques semaines, Néo Proprio, qui va, je le cite, libérer l'accès à la propriété immobilière. Il nous dira comment dans quelques instants. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Mais tout d'abord, quelques informations concernant l'homme, Xavier Lépine, qui se qualifie lui-même d'observateur du monde, de ses mutations et de ses opportunités. Côté mutation, actuellement, on est servi. Côté opportunité, on a envie de comprendre. Bref, comment analyse-t-il le monde de l'immobilier d'aujourd'hui? Quelles sont selon lui les mutations importantes? Et quelles opportunités y voit-il, s'il en voit? Les mutations, c'est quelque chose, on mute en permanence. Je veux dire, c'est l'entropie d'un système, que ce soit un système économique ou un système vivant, c'est qu'il y a une naissance, une croissance et une mort. Et en fait, la mutation, donc pour se focaliser sur l'immobilier, ce dont je m'aperçois, c'est que nos grands aînés ont eu un courage, une imagination et une capacité à développer finalement ce bien particulier qui est le logement, qui finalement, grosso modo de 1945 au début des années 80, était un facteur de réduction des inégalités, que ce soit des inégalités sociales, territoriales et générationnelles. Et que depuis une quarantaine d'années, eh bien c'est l'inverse que l'on constate. Je vais vous donner quelques illustrations. En 1945, on sort de la guerre. On sort de la guerre avec une situation très particulière en matière financière, puisque le système de retraite par capitalisation avait fait faillite. Et il avait fait faillite, pourquoi? Parce qu'il était largement assis, les compagnies d'assurance qui versaient des rentes, étaient largement assis sur de l'immobilier de rapport, c'est-à-dire du logement. Ce logement, les loyers avaient été bien logiquement bloqués en 1939 parce que c'était la guerre, et il y a eu 400% d'inflation sur les prix de détail, parce qu'on a été un tout petit peu occupé. Et donc, à la sortie de la guerre, l'immobilier de rapport ne rapportait plus. Et donc, les compagnies d'assurance n'étaient plus en situation de payer, finalement, les retraites. Eh bien, quelqu'un a eu une idée, un groupe a eu une idée, je crois que ça s'appelait le Conseil national de la résistance, a eu une idée assez extraordinaire, qui n'existait nulle part dans le monde, et qui a dit, finalement, puisque ça a fait faillite, eh bien, on va inventer un nouveau système. Ce nouveau système, ce sont les gens qui travaillent, qui vont payer pour ceux qui sont à la retraite. Ça s'appelle la répartition. Et c'est né des circonstances dramatiques de la guerre et de l'immobilier. En 1948, toujours pour vous donner des idées de ce qu'on était capable de décider, on a fait cette fameuse loi de 48 sur le logement, qui a consisté à commencer par multiplier par 3 les loyers pour rattraper finalement l'inflation qu'il y avait eu. Et en même temps, on a bloqué, ou très largement bloqué, les loyers à ce moment-là. Ce qui fait que 30 ans plus tard, cette loi n'était plus du tout efficiente. Mais ça n'a pas suffi. Comment les gens pouvaient-ils acheter? Les crédits étaient à taux variable, l'inflation était importante. Eh bien, quelqu'un a eu le courage et une idée de dire on va faire des crédits à taux fixe. C'est-à-dire on va donner de la visibilité aux gens qui achètent, de connaître à l'avance combien est-ce qu'ils vont payer sur une période de temps très longue. Le monde entier nous l'envie. Mais comment fait-on pour faire des crédits à taux fixe quand le coût de l'argent est à taux variable? Puis il y a eu une décision courageuse. Cette décision courageuse a été de dire on ne rémunère pas les dépôts des particuliers. Ne pas rémunérer les dépôts, c'était un moyen de pouvoir mettre en place un dispositif où on spoliait une partie de la population, les déposants, au bénéfice d'une autre partie de la population, ceux qui empruntaient. Mais pour éviter la concurrence entre les banques, pour réguler, c'était un monopole d'État. Le crédit immobilier était un monopole d'État, c'était celui du crédit foncier avec un gouverneur. Et ce gouverneur gouvernait. Et ce n'est qu'en 1965, donc bien plus tard, eh bien que le crédit immobilier a pu être distribué par les banques. Et c'est ce formidable modèle qui a permis effectivement de financer l'acquisition du logement. Donc finalement, c'est par les crises que les choses se créent. Et je vais vous prendre la dernière crise positive, ouais, qui a créé l'industrie que l'on connaît aujourd'hui de la promotion immobilière. On est en 1967. Les rapatriements des Français d'Algérie, 1 million de personnes arrivent sur le territoire depuis 1962,
Il faut construire des logements. Et puis 1967, ceux qui étaient nés en 45, ils avaient 22 ans. Il fallait les loger. Comment a-t-on fait? Quelle industrie? Le métier de promoteur était quasi inexistant. Il n'y avait pas 36 solutions. Soit on mettait en place un système avec, comme on trouve dans beaucoup de pays anglo-saxons, où finalement ce sont des foncières de développement et de détention, donc avec une intensité capitalistique très forte. Ça n'a pas été notre modèle. On aurait pu imaginer un système comme dans l'automobile, où finalement vous avez quelques gros constructeurs qui mobilisent beaucoup d'argent pour fabriquer pour tout le monde. On a une idée géniale qu'on nous envie partout dans le monde. Ça s'appelle la vente en état futur d'achèvement. C'est-à-dire un système où finalement c'est l'acquéreur qui paye en avance avant la livraison de son bien. Vous imaginez si on avait fait ça dans la voiture? Vous achetiez votre voiture progressivement et puis on vous la livrait dans 4 ans? Finalement, c'est ce qu'on a fait dans l'immobilier. Et ça a donné un essor absolument considérable. Et donc, vous avez vu cette France de propriétaires qui s'est créée. On est passé pratiquement de 5% de propriétaires dans les années 40 à 58%, très rapidement. Et ça, c'était cette innovation, cette capacité disruptive, cette révolution permanente que l'on savait faire finalement dans l'immobilier. Et ce qui a créé finalement des générations entières qui sont devenues propriétaires et qui participaient de la création de richesses. Ils avaient leur salaire d'un côté, le revenu du travail et la création d'un capital. Et finalement, vous apercevez que depuis les débuts des années 80, ça stagne, voire ça s'inverse. Comprendre le présent de l'immobilier en s'intéressant à son passé, c'est ce que nous propose Xavier Lépine qui nous racontait le développement de l'accession à la propriété jusque dans les années 80 où là, la tendance s'inverse. Pourquoi? Xavier Lépine nous l'explique. Très involontairement, on a mis en place des lois qui progressivement ont écarté les Françaises et les Français de la propriété immobilière. C'était pas volontaire ces lois, c'était... vous vous souvenez bien évidemment du slogan on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, dans les années 70, bien sûr. 80. Ça s'est traduit par on n'a plus d'usines, on a des bureaux. Donc on a eu un aménagement du territoire autour du bureau. Vous voyez, ce type de décision était nécessaire. Elles étaient logiques. Et puis petit à petit, finalement, on a eu tellement de création monétaire depuis les années 80 que cet excès de création monétaire est allé se mettre notamment dans l'immobilier. Et cet excès de création monétaire, ça veut dire quoi? On a créé... La masse monétaire a été multipliée par 50 sur les 40 dernières années, alors que la création de richesse du PIB n'a été que de 7 fois. Et cet excès de création monétaire est allé se mettre dans les actifs financiers et dans l'immobilier. Et donc, vous vous retrouvez dans une situation, progressivement, où le prix de l'immobilier, pour tout un tas de raisons, y compris celle-ci, les divorces, l'allongement de la durée de la vie, etc., enfin des raisons que l'on connaît bien, décale complètement par rapport aux revenus. Autrement dit, et on le voit très bien sur les 20 dernières années, les prix de l'immobilier ont multiplié par 2 et les revenus ont augmenté de 30%. Ce n'est pas pérenne, ce n'est pas tenable, ce n'est pas durable. Vous ne pouvez pas avoir un système qui finalement se traduit progressivement par une croissance des inégalités, y compris générationnelles. Dans ma génération, on pouvait acheter son logement pratiquement en sortant de ses études, ou 1 an ou 2 ans plus tard. Aujourd'hui, au mieux, vous êtes en coloc avec des copains. C'est sympa, mais c'est pas comme ça qu'on construit une vie. Et donc voilà, on arrive aujourd'hui au bout de ce système, où finalement le modèle existant repose sur des subventions fiscales, que ce soit le logement social ou des dispositifs type Pinel, qui finalement ça coûte à la collectivité sans être pour autant d'une efficience totale. Et ça, c'est un problème. Ou alors par l'allongement des crédits bancaires quand les taux baissent. La crise de la demande, c'est-à-dire l'incapacité pour les Français d'acquérir leur logement, c'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise structurelle qui provient finalement des 40 dernières années de politique. Mais une fois de plus, qui n'a pas cherché cet objectif-là, qui l'a beaucoup plus subi.
Après ces explications historiques, intéressons-nous à l'actualité de Xavier Lépine, qui est notamment président de Paris-Île-de-France Capitale Économique depuis mars 2022, qui est cofondateur du Fonds de dotation d'art et de la culture de la Société du Grand Paris, et qui est le fondateur en novembre 2022 de la Société des nouveaux propriétaires, un nom très clair quant à sa raison d'être. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, comme objectivement, on a les décalages entre le prix du logement et la capacité de paiement d'acquisition des particuliers est pratiquement irréconciliable pour la grande majorité des gens. C'est parce que les écarts, c'est pas 5, 10, c'est pas 15%, c'est plutôt 40 ou 50%, qu'il est assez peu probable que les prix baissent de 40%. Parce qu'il y a un tel décalage entre l'offre et la demande, et c'est même pas souhaitable, parce que ça serait dramatique pour les 58% de propriétaires. Je dis simplement, pour redonner l'accès à une forme de propriété, il faut casser le modèle. Et casser le modèle, ça veut dire créer une nouvelle race de propriétaires, que j'appelle les néo-propriétaires. Et ce sont des gens qui vont payer, qui vont acquérir, pas comme avant, mais qui vont finalement acquérir une propriété totale, mais temporaire. Ce que je propose, c'est que les gens puissent acheter leur propriété par le biais d'un bail emphytéotique. C'est un système avec un très beau nom, mais qui existe depuis la nuit des temps. Je crois que ça existait même avant le Code de Napoléon. Et qui permet finalement d'acquérir dans l'espèce pour une durée de 25 ans. Mais si vous n'avez que 25 ans de propriété, le prix que vous allez payer tous les mois en remboursant votre crédit et une forme de redevance va être comparable à un loyer. Mais il y a beaucoup de différences. Le loyer, c'est à fond perdu. Oui. Là, vous êtes propriétaire et moi, je m'engage soit à revendre à la personne dans 10 ans, si sa situation financière lui permet, le solde du temps dont il n'est pas propriétaire au prix de marché de dans 10 ans. Donc, il peut faire une acquisition progressive. Ou plus habituellement, au bout de 10 ans, on déménage. La famille change, on a changé de boulot, on a peut-être enfin hérité de ses parents, etc., etc. Et donc là, de dire, moi je m'engage à vous racheter, vous néopropriétaires, le prix auquel je vous l'ai vendu, moins le temps que vous avez consommé. Mais comme vous avez acheté avec un crédit bancaire, vous avez déjà remboursé une bonne partie de votre crédit. Au bout de 10 ans, vous avez remboursé 40%. Et donc la différence entre le prix auquel je vous rachète contractuellement et le prix auquel vous remboursez la banque, eh bien, vous allez récupérer en moyenne 30% de tout ce que vous avez payé pendant la période. Donc, au lieu d'avoir un loyer à fond perdu, vous en récupérez 30% à la sortie, ce qui vous permet, dans un deuxième temps, vous voyez cette notion de propriété progressive, d'acquérir comme le faisaient vos aînés. Alors c'est un changement assez révolutionnaire quand même. C'est néo-proprio, c'est ça en fait. Ouais. Néo-proprio, c'est ça. Ouais. Oui, c'est révolutionnaire. Je l'avais testé quand je dirigeais la Française en 2018. Ça avait très très bien marché. Les gens ont rapidement compris. Alors, qui sont les gens ? Les jeunes couples avec enfants, les familles monoparentales qui sont dans l'incapacité, mais qui ont les moyens de payer un loyer. Et puis évidemment, non pas les monoparentaux, mais les familles recomposées, ceux que j'appelle ou le triomphe de l'optimisme sur l'expérience, et qui se retrouvent très souvent avec beaucoup d'enfants et qui n'arrivent pas qui n'ont pas les pièces, qui ont besoin de pièces supplémentaires. Donc ce dispositif leur permet de vivre là ils le souhaitent, pour un prix qui devient complètement compatible avec leurs revenus, et sur lequel ils vont pouvoir épargner une partie. Et en fait, parce que j'ai introduit cette notion de tiers, qui est un investisseur, et qui lui co-investit d'une certaine manière à côté du particulier, et lui va avoir un rendement qui va être beaucoup plus important qu'un rendement locatif classique, mais en même temps, il aura permis à l'autre de réaliser son rêve et de recréer cette dynamique. Vous savez, on dit tout le temps, les Français sont la pierre, les Français, comme si c'était pas le cas des autres. Nous, on est à 58%. Alors, on nous dit tout le temps, les Allemands, ils sont pas propriétaires. Oui, ils sont propriétaires à 51%. Mais la moyenne en Europe, c'est 70% de gens sont propriétaires. Et nous, ça fait des années qu'on stagne à 58%. Et c'est ça qu'il faut casser. Et aux États-Unis, les gens sont aussi propriétaires à plus de 65%. Donc, on n'est pas particulier. Ce besoin, il est essentiel. On a eu une politique, effectivement, qui a
qui finalement a eu des effets un peu inverses de ceux que l'on souhaitait, il faut les corriger. Et pour les corriger, il faut changer le modèle. Comme on a changé le modèle dans les années 40, 50, 60. Pour changer un modèle, il faut une volonté, comme celle de Xavier Lépine avec son produit Néo-Proprio, mais il faut que cela suive derrière. Côté banque, on l'a vu, ce n'est pas forcément un sujet, mais côté notaire, est-ce un véritable changement ? Non, parce que c'est un acte notarié comme un autre. Il faut juste expliquer au client, parce que le juste est un peu faible comme mot, parce qu'il faut bien expliquer les avantages et les inconvénients du dispositif, mais c'est un acte notarié, je dirais, qui n'est pas classique aujourd'hui, mais qui est tout à fait connu. Après, il faut aussi convaincre les investisseurs C'est ça. de dire, OK, j'ai de l'immobilier, cet immobilier, pour tout un tas de raisons liées à l'aménagement du territoire, j'en ai parlé précédemment, finalement, c'est le plus souvent à 90-95% de l'immobilier tertiaire, qui est quand même très challengé aujourd'hui. On voit bien entre l'impact du télétravail, les travaux de rénovation, la hausse des taux, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga des 20 prochaines années. Leur choix, c'est de dire, OK, je ne fais plus du tout d'immobilier, j'essaye de vendre les centaines de milliards d'euros qui sont là-dedans. Je ne sais pas à qui. Soit je fais du logement locatif classique, mais j'ai un rendement de 3,5% brut, avec tous les ennuis d'être propriétaire avec des locataires. Soit je peux espérer, par le modèle, j'aurai un rendement qui sera compris entre 6 et 8%. Donc nettement plus que du bureau, nettement plus que du logement, avec en plus un impact social, et donc un article 9 pour reprendre les termes à la mode en matière de réglementation, donc avec un produit qui en plus a un véritable impact sur la vie des gens. Parce que vous les avez solvabilisés, vous leur avez permis d'acquérir leur logement, vous leur avez donné la souplesse et la flexibilité de changer quand ils veulent, parce qu'ils ne sont coincés à aucun moment, en faisant un produit financier rentable. Autrement dit, c'est une manière de faire des produits. Tout le monde dit je veux faire des produits à impact. Là, vous pouvez faire un produit à impact rentable, nativement rentable. Même si les taux des banques augmentent comme c'est prévu, on annonce du 4%, du 5% de 2024, ça ne changera rien. Ça ne changera rien pour l'investisseur. Ça sera un peu moins attractif pour le néo-propriétaire, mais c'est un peu moins attractif que quand les taux étaient bas, mais c'est encore plus nécessaire quand les taux sont élevés, puisque le propriétaire classique est beaucoup plus exclu de l'accès à la propriété quand les taux montent. Et c'est pas parce que les taux montent qu'il ne faut plus investir dans l'immobilier. De cette manière-là, c'est une manière de revenir dans l'immobilier. Une fois de plus, c'est une manière d'allouer son capital de manière rentable et en plus avec un impact social. Donc c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant évidemment pour le néopropriétaire qui évite d'avoir un loyer à fond perdu. Et d'ailleurs, s'il fait un apport, lui, il va revaloriser son apport exactement comme s'il était propriétaire, pleinement classiquement, mais c'est également un moyen pour des investisseurs d'avoir toujours un actif indexé quelque part sur l'inflation dans sa valeur et qui génère un tôt de rendement beaucoup plus important que n'importe quel autre produit de taux. Quel accueil reçoit depuis que vous l'avez lancé? C'est récent, ce néo-proprio. Nous sommes en phase de structuration. Donc les contrats existent, ils sont validés par des études fiscales et notariales de premier ordre. Il s'agit de chevreux en l'espace. Donc du côté des promoteurs, bien évidemment, vous pouvez imaginer qu'ils sont plus que réceptifs à cette manière de commercialiser les biens. Et maintenant, on continue et on déroule le plan. Donc j'espère qu'on sera très opérationnel à l'automne. Voilà. Mais dans un deuxième temps, ça c'est le premier temps, c'est avec les promoteurs, et dans un deuxième temps, mais ça prendra probablement quelques années, l'idée est clairement de généraliser ce dispositif, y compris sur de l'ancien. Vous voulez vendre votre appartement, vous voulez acheter
plus exactement, vous voulez acheter l'appartement d'en face, vous n'avez pas les moyens, vous avez un autre moyen de financer l'acquisition de votre logement. Et ça, vous pourrez le faire avec Néoproprio, le nouveau produit proposé par la Société des nouveaux propriétaires, la toute jeune société fondée par Xavier Lépine, que l'on remercie chaleureusement. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Prochain rendez-vous dans une semaine pour... Les grands entretiens, un podcast Imo Week.